D'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, suite, une émancipation venue de l'extérieur. Au cours des 150 dernières années, le terme juif a donc acquis une double signification, à la grande confusion de certaines personnes bien intentionnées, notamment dans les pays anglophones, qui s'imaginent que les juifs qu'elles fréquentent sont représentatifs des juifs en général. Dans les pays d'Europe orientale, de même que dans le monde arabe, les juifs ont été libérés de la tyrannie de leur propre religion et de leur propre communauté par des forces extérieures, et cela trop tard et dans des circonstances trop défavorables pour avoir permis une transformation sociale authentiquement intériorisée. Dans la plupart des cas, et notamment en Israël, l'ancien concept de société, la même idéologie, surtout par rapport aux non-juifs, et la même conception totalement fausse de l'histoire ont été conservés, même chez une partie des juifs qui ont adhéré à des mouvements dits progressistes ou de gauche. Il suffit de les connaître un peu pour savoir qu'il y a parmi eux de nombreux juifs chauvins et racistes, déguisés en révolutionnaires, en socialistes ou en communistes. Là, je m'arrête un instant. Je préférerais dire des révolutionnaires socialistes ou communistes très, très engagés, très, très convaincus, mais gardant toujours en eux profondément ancré leur histoire et ce sens de la judéité. Je ferme ma parenthèse. Ils ne sont entrés dans ces partis que pour des motifs relevant de l'intérêt juif, et en Israël appuient la discrimination contre les gentils. Il faudrait citer tous les socialistes juifs qui se sont débrouillés d'écrire sur le kibboutz sans se soucier de mentionner qu'il s'agit d'une institution raciste dont les citoyens non juifs d'Israël sont rigoureusement exclus. On verrait que le phénomène que je signale n'a rien d'exceptionnel. On lit en note. Je ne suis pas socialiste, mais j'honore et je respecte les personnes attachées à des principes qui ne sont pas les miens, si elles s'efforcent honnêtement d'y être fidèles. Par contre, rien n'est plus abject que l'utilisation malhonnête de principes universels, vrais ou faux, à des fins particulières, que ces fins soient celles d'un individu ou pire encore celles d'un groupe. Fin de note. Alors évidemment, Israël Shahak connaît beaucoup mieux que moi la question et son avis est son jugement est extrêmement intéressant, extrêmement rigoureux. Je continue. Une fois enlevées les étiquettes fondées sur l'ignorance ou l'hypocrisie, nous voyons donc que le mot juif et les termes apparentés, notamment l'expression monde juif, en anglais Jewy, désignent deux groupes sociaux différents et même opposés, dont la ligne de contiguïté s'efface rapidement à cause de la politique actuelle d'Israël. D'un côté, la signification traditionnelle totalitaire que je viens d'exposer. De l'autre, les Juifs d'ascendance qui ont fait leur l'ensemble des idées que Karl Popper appelle la société ouverte. Il y a aussi ceux, surtout aux États-Unis, qui, sans les avoir faites leur, cherchent à faire semblant de les avoir acceptées. Il importe de noter que tous les prétendus traits de caractère juif, par quoi j'entends les traits attribués aux Juifs par le commun des intellectuels patentés d'Occident, sont des qualités modernes. Elles sont ignorées de la quasi-totalité de l'histoire juive et ne sont apparues qu'avec la fin du pouvoir totalitaire de la communauté juive. Le fameux humour juif, par exemple. Or, l'humour est très rare dans la littérature hébraïque avant le XIXe siècle. On ne le trouve que durant quelques périodes dans des pays où l'aristocratie juive s'était relativement libérée du joug rabbinique, à savoir dans l'Italie du XIVe au XVIIe siècle ou dans l'Espagne musulmane. Car l'humour et les plaisanteries sont strictement interdits par la religion juive, excepté la raillerie des autres religions. Il n'a jamais été question à l'intérieur du judaïsme de faire la satire des rabbins et des chefs de la communauté, fût-ce dans une petite mesure, comme cela s'est pratiqué dans la chrétienté non réformée.
Il faut dire que cela aurait entraîné des châtiments sévères. Il n'y avait pas de comédie juive comme il n'y en avait pas à Sparte, et pour des raisons semblables. On lit en note. De fait, de nombreux aspects du judaïsme orthodoxe sont apparemment hérités de Sparte, grâce à l'influence politique funeste de Platon. Sur ce sujet, voir les excellentes observations de Moses Hadas, Hellenistic Culture, Fusion and Diffusion. Fin de note. Autre prétendu trait caractéristique, l'amour du savoir. Si l'on accepte l'enseignement purement religieux, tombé lui-même très bas et dégénéré, les Juifs d'Europe et dans une moindre mesure du monde arabe étaient dominés jusqu'environ l'an 1780 par un suprême et haineux mépris de tout savoir, sauf du Talmud et de la mystique juive. Des pans entiers de l'Ancien Testament, toute la poésie hébraïque non liturgique et la plupart des livres de philosophie juive n'étaient pas à lire, et souvent leurs titres même étaient frappés d'anathème. Pensons au Guide des égarés de Maïmonide, brûlé par tous les rabbins. C'est moi qui ajoute cette remarque. Je reprends. L'étude des langues était strictement interdite, ainsi que celle des mathématiques et des sciences. La géographie, on lit en note, y compris la géographie de la Palestine, y compris son emplacement précis, comme on le voit d'après l'orientation plein est de toutes les synagogues de pays comme la Pologne et la Russie. Les synagogues auraient dû y être orientées sud-sud-est. Or, les Juifs doivent prier tournés vers Jérusalem, qui de ces pays est au plein sud. On ne leur avait donc même pas appris la direction de Jérusalem. Fin de note. La géographie, l'histoire, même l'histoire juive, était inconnue. L'esprit critique, lui aussi si caractéristique des Juifs, à ce qu'on dit, manquait tout à fait, et rien n'était plus interdit, plus craint, et donc plus persécuté, que la moindre innovation ou la plus innocente critique. C'était un monde plongé dans la superstition, le fanatisme et l'ignorance les plus misérables, un monde où, dans la préface du premier ouvrage de géographie en hébreu, publié en Russie en 1803, on pouvait regretter que de très nombreux grands rabbins niassent comme impossible l'existence du continent américain. Entre ce monde et ce que l'on prend souvent en Occident comme caractéristique des Juifs, il n'y a rien de commun sauf une méprise sur le nom. Pourtant, beaucoup de Juifs d'aujourd'hui ont la nostalgie de ce monde, ce paradis perdu, cette douce société close dont ils ont été expulsés, dont ils ne se sont pas libérés. Une part importante du mouvement sioniste a toujours voulu la rétablir, et cette part l'a malheureusement emportée. Les mobiles de la politique d'Israël, qui si souvent déroutent les pauvres, entre guillemets, compagnons de route d'Israël, fermez les guillemets, en Occident, sont là pour la plupart explicables dès qu'on les comprend comme une réaction, dans le sens politique que ce terme a pris depuis ces 200 dernières années, d'un retour forcé, mais à maintes égards innovateur, et donc illusoire, à la société close du passé juif.